Et donc je vais vous parler finalement de ce que j'ai fait pendant toutes ces dernières années. Et hélas, le temps passant, j'ai construit ma première unité de recherche en 1984. Donc vous voyez, c'est pas hier. Et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Et il faut bien, dans mon esprit au moins, séparer la découverte du monde de la recherche. La découverte est une toute petite partie de la recherche. Et donc, si vous mettez en perspective la découverte, les épistémologistes très modernes, c'est-à-dire ceux qui font de l'histoire des sciences très modernes, distinguent trois mondes de la recherche. Un terme qui n'est pas utilisé pour ça en France, qui s'appelle l'abduction, c'est-à-dire la découverte par hasard. L'induction, c'est-à-dire ça part de moi, je cherche à le démontrer, ou la déduction, c'est-à-dire je prends deux éléments et j'essaie de les corréler. D'accord ? Et donc moi en tout cas, ce que je fais essentiellement, la plus grande partie de ce que je fais, c'est de l'abduction. C'est-à-dire j'essaie de trouver des choses en me donnant des moyens différents. Alors il y a deux manières d'avoir des moyens différents. Là aussi, c'est les deux grands épistémologistes du XXe siècle. Karl Popper, qui lui postule que, alors c'est tous les deux, leur histoire des sciences est tous les deux basé sur la physique. Lui, Karl Popper, dit que en réalité la découverte se fait quand on a un nouvel outil. C'est toujours bien sûr l'exemple de Galilée, quand on regarde différemment, on voit les choses différemment, et parce qu'on voit les choses différemment, on est obligé d'adapter la théorie à ce que l'on observe. D'accord ? Et donc la clé vient de la théorie. Et Kuhn, lui, dit c'est pas vrai. Il se passe longtemps entre le moment où on a l'observation et le moment où on change la théorie, parce que, vous savez bien, la bêtise la plus habituelle, c'est de dire l'exception confirme la règle. Bien entendu, c'est faux. L'exception, elle tue la règle. Dès qu'il y a une exception, c'est que la règle n'est pas vraie. Mais bien entendu, il faut un certain temps pour accepter que la règle n'est pas exacte. D'accord ? Et ça entraîne à partir du moment où les observations contredisent la théorie majeure ou la règle, elle devient instable. Et à partir du moment où elle est trop instable, il faut changer de modèle, changer de paradigme pour pouvoir l'expliquer. Et d'une manière intéressante, pour une fois, il y avait, ce qui est assez rare, il y avait une réflexion qui était faite dans Nature avec un groupe de gens assez intelligents pour dire, écoutez, quelle est l'inspiration pour le futur ? Et vous voyez qu'est-ce qu'il est possible de trouver dans le futur. Et donc, vous voyez, c'est la remise en cause des théories, la nouvelle manière de poser les questions, et ça, c'est vraiment, vous voyez, l'approche de Kuhn. Et de l'autre côté, c'est les nouvelles technologies ou l'adaptation, les nouveaux liens, l'adaptation de technologies à des choses qui n'ont pas encore été utilisées. À côté de ça, il y a quelque chose qui est encore plus poussé, encore plus intéressant, mais c'est probablement plus créatif que tout, c'est de détruire la méthode. Donc ça, c'est l'épistémologie la plus moderne, c'est celle de Feyerabend. C'est-à-dire que si vous détruisez la méthode, alors vous voyez encore plus de choses. Et bien entendu, les méthodes ont une contrainte qui fait que même en changeant d'outil et même en changeant de théorie, vous ne pouvez pas voir les choses qui sont contraintes par la méthode. Et donc c'est probablement ce qui est le plus fertile. Pour vous parler de ce que j'ai fait et de dont je vais vous parler, vous voyez, ça c'est les papiers que j'ai faits qui étaient les plus cités, et on va les retrouver, les intracellulaires avec la fièvre Q et les maladies transmises par les tiques, le mal d'Itoff, l'identification par le ribosome, le 16S ribosome. Ça, c'est les derniers éléments sur le microbiote qui sont les éléments, et puis ici les mimivirus, et puis la génomique. Voilà, c'est les éléments sur lesquels finalement on retrouve assez bien, avec le temps, les éléments qu'on trouve. Et voilà, une autre manière de le faire que je vous suggère, c'est de regarder Experscape, qui est le moyen le plus simple pour les gens qui font la médecine de voir ce qu'ils font. Et donc moi, les points sur lesquels je suis lisible, c'est, dont je vais parler, c'est les rickettsi, les mimiviridés, les maladies transmissibles, la maladie de Whipple, et puis maintenant
la culture au mix. Alors, comment ça s'est passé? Au tout début, donc moi je commence en 83, 84 à travailler sur les rickettsi, qui sont des bactéries intracellulaires, et je décide de travailler là-dessus parce que les moyens diagnostiques étaient mauvais. On racontait beaucoup de bêtises sur les rickettsioses, particulièrement en France, un peu comme on fait maintenant sur la maladie de Lyme. C'est quelque chose qui expliquait tout ce qu'on ne comprenait pas. Un de mes premiers papiers d'ailleurs était de dire que la sclérose en plaques, ce n'était pas dû aux rickettsioses. Et ça présentait un défi technologique parce que c'était les bactéries les plus difficiles à cultiver. Parce que c'était des bactéries qui sont des intracellulaires strictes et qu'on ne peut pas cultiver, à la différence de ce que font les gens pour les virus, et c'est une erreur. On ne peut pas les cultiver avec des antibiotiques. Il est possible que, vous voyez, contre la méthode, ça c'est typiquement la méthode, vous voyez, dans la méthode on met des antibiotiques pour cultiver les virus parce que les gens pensent que les antibiotiques n'ont pas d'activité sur les virus, et c'est une opinion. C'est pas vrai, c'est une opinion. Donc le jour où vous changez la méthode, vous pouvez voir des choses différentes, c'est ce qu'on était en train de faire avec Bernard, parce qu'on a la culture des bactéries intracellulaires sans antibiotiques, et donc on sait le faire, parce que les virologues ne savent pas le faire, ils polluent leur culture, ils ne savent pas le faire, cultiver sans antibiotiques. En fait. Donc la méthode est un élément essentiel. Et donc, une fois qu'on a travaillé là-dessus, eh bien, on a bouleversé, quand j'ai commencé, il y avait 5 ou 6 rickettsioses, et puis actuellement, il y en a une trentaine, dont une vingtaine ont été retrouvées ici. Voilà. C'est parce que, simplement, personne ne les cultivait. Plus personne ne savait faire ça, c'était un champ abandonné, et donc on a mis ça au point avec un système qui avait été fait pour les virus, pour les cytomégalovirus, qui s'appelle le système des tubes bijoux. Il y en a une qui nous a vraiment posé un problème, qui s'appelle Rickettsia felis, qui a été identifiée par voie moléculaire au début des années 80, et puis les gens avait rapporté, une équipe américaine avait rapporté qu'ils avaient réussi à cultiver à 37 degrés. Moi, je m'en fichais parce que c'était trouvé aux États-Unis, donc c'est pas mon problème. Et puis, une fois, il y a des gens en Éthiopie qui m'ont envoyé des puces en me disant, regardez, tous les étés à Addis Abeba, il y a des gens qui ont de la fièvre après avoir été piqués. Il y a des épidémies de puces dans les bus à Addis Abeba tous les étés. Et il y a des gens qui ont de la fièvre, regardez ce que c'est peut-être typhus murin. Donc je regarde et je tombe par hasard sur Rickettsia felis. Donc oui, je ne cherchais pas ça du tout. Donc vous verrez, pratiquement à chaque fois, je ne cherchais pas ce que j'ai trouvé. Donc c'est la place de la découverte, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et donc, les gens qui avaient publié ça aux États-Unis, ils s'appellent Abdou Azad, c'est très bien que tout le monde le sait, ont publié 3 papiers là-dessus. Moi, j'ai essayé de refaire ce qu'ils ont fait, à partir des mêmes puces, je me suis envoyé les puces infectées des États-Unis. C'était impossible. Et je sais très bien cultiver la Rickettsia. Donc ça ne marchait pas. J'ai fini par lui demander de m'envoyer Rickettsia felis. Alors d'abord, il a mis un an avant de me répondre, et puis finalement, il m'a envoyé quelque chose. Il n'y avait pas d'ADN du tout. Puis il a fini par me renvoyer quelque chose où il y avait de l'ADN d'une autre Rickettsia qui s'appelle Rickettsia typhi, et j'ai conclu qu'il n'avait jamais cultivé. Ce qui est vrai, il n'a jamais cultivé. Il n'a jamais retiré ses papiers qui sont toujours dans la littérature. Il y a 3 papiers où il explique ce que c'est. Alors c'est une confusion extrême parce que quand il comparait les profils protéiques, il avait des profils protéiques de Rickettsia typhi. C'est-à-dire qu'en réalité, il avait une contamination, ce qui existe pour les intracellulaires, une contamination entre typhi et felis. Et donc, ici, j'ai réfléchi pour savoir ce qui se passait. Et donc, il y avait une des choses qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais jeune, je l'ai dit plusieurs fois à propos de la peste, c'est que une des raisons pour lesquelles Yersin a cultivé d'une manière beaucoup plus efficace la bactérie de la peste, c'est parce que Yersin, qui était à Hong Kong, qui n'avait pas d'argent, qui vivait dans une hutte et qui n'avait pas d'études, essayait de les cultiver à la température ordinaire, qui était de 28 degrés, et que Yersinia pestis pousse beaucoup mieux à 28 degrés qu'à 37 degrés. Donc vous voyez que de temps en temps, c'est la méthode. Ça. Il a cassé la méthode par pauvreté. Mais sans la méthode, et la deuxième chose qu'il a faite, ça a beaucoup inspiré les gens qui ont découvert ensuite le sida en France, c'est pas pour rien qu'on a trouvé le sida ici, c'est parce que comme il n'avait pas, c'était les Anglais qui tenaient Hong Kong, et ils ne voulaient pas que ce soit les Français qui trouvent des ancestrales. Ils ne voulaient pas que ce soit les Français qui trouvent Yersinia pestis, donc il ne pouvait pas avoir du sang de malade, et donc il a circonvenu le morguiste, qui lui a permis de prélever des ganglions. Évidemment, dans les ganglions, il y en avait beaucoup plus, c'est comme le virus du sida, il y en avait beaucoup plus dans les ganglions que dans le sang, c'est beaucoup plus facile à cultiver. Et donc, en prenant les ganglions, et sans avoir d'études, il a battu ses concurrents qui étaient japonais, et le malheureux japonais qui était concurrent avec lui a prélevé un des bonhommes qui avait la peste, et il a trouvé une bactérie qu'il a publiée en urgence,
Le Lancet lui a publié en une semaine pour se couper le français, mais c'était un pneumocoque. Et on a la photo. Toujours est-il que cette histoire de la peste, ça fait penser que un peu toutes ces bestioles qui sont transmises par les arthropodes, souvent en réalité leur température optimale n'est pas la température du sang humain. D'accord ? C'est une température intermédiaire entre celle de l'arthropode et celle du sang humain. Et donc on a pris des cellules de moustiques pour essayer de cultiver Rickettsia felis à 28 degrés, et ça pousse merveilleusement sur les cellules à 28 degrés. Personne n'a jamais réussi à cultiver à 37 degrés, c'était pas vrai. Le secret, c'était de les cultiver dans les conditions qui étaient les leurs probablement naturelles. Très bien. Une autre... Très bien, on a Rickettsia felis, qui était jusqu'au moment où on a un labo au Sénégal, une bactérie extrêmement rare. Il y avait une quinzaine de cas décrits dans la littérature. Et puis, quand on confie un laboratoire au Sénégal, il y a 12 ans de ça, on commence, c'était la fin déjà, on commençait à avoir la fin du paludisme au Sénégal, on commence à regarder les autres causes de fièvre, et donc on teste toutes les bactéries qu'on avait ici, et surprise, on tombe, on ne le cherchait pas, on tombe sur les Rickettsia, on regarde ce que c'est Rickettsia felis. Et donc on se retrouve avec une proportion de Rickettsia felis extrêmement importante, et pendant longtemps, c'est une coïncidence trop drôle, vous voyez, c'est trop étrange. Vous voyez, je travaille sur Rickettsia felis, qui était un truc qui était connu aux États-Unis, il y a une dizaine de cas, et on commence là-dedans, on se retrouve avec 8% des cas de fièvre qui ont Rickettsia felis. On a dit c'est une contamination, c'est pas possible, et puis on vérifie une fois, deux fois, trois fois. Et au moment où je me décide à l'envoyer à Emerging Infectious Disease, je reçois pour correction, je suis éditeur associé, un article de Emerging Infectious Disease qui raconte la même histoire que nous, fait par des gens qui n'ont rien à voir, qui cette fois-là au Kenya trouvent une proportion de Rickettsia felis chez les patients fébriles extrêmement importante. Donc j'ai écrit au rédacteur en chef, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu considères que c'est un conflit d'intérêt? Je viens de t'envoyer le même papier. Ou est-ce que je l'évalue? Il dit, non, je considère que tu seras honnête sur ce papier, il n'y a pas de raison. Bon, très bien, je l'évalue, je dis, très bien, je lui dis, ils ont publié face to face avec un éditorial, voilà, l'émergence de Rickettsia felis. En réalité, c'est partout une maladie assez fréquente dans les pays tropicaux, et puis les choses ont progressé ensuite, et ensuite on l'a retrouvé avec une distribution extrêmement particulière qui était proche de celle du paludisme, qui nous a fait penser que ça pouvait être transmis par les moustiques, il n'y avait pas de bactéries qui étaient transmises par les moustiques, et donc on a regardé, on l'a trouvé chez Aedes albopictus, on l'a trouvé dans les anophèles, et puis on a montré que on a fait un article montrant qu'on pouvait avoir un modèle expérimental de transmission par les anophèles de Rickettsia felis. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, pour que ce soit drôle, il faut mettre un peu d'atypie, et donc on a testé des gorilles pour savoir si les gorilles qui étaient soumis aux mêmes moustiques avaient Rickettsia felis. Une des bonnes manières de faire, ils n'aiment pas trop qu'on leur fasse des prises de sang, les gorilles, et donc on analyse leurs fesses, qui est devenu tout un champ d'études épidémiologiques, c'est d'analyser les fesses des animaux sauvages. C'est comme ça qu'on y est arrivé. Donc ça, c'était les Rickettsia, puis ça nous a amené à développer toutes les bactéries intracellulaires, Coxiella, les bactéries intracellulaires Bartholina. C'était le premier savoir qu'on avait là. Trophérima whipleyi, vous voyez, c'est un protocole, dès le départ, que j'ai appelé « je ne sais pas ». D'accord ? C'est-à-dire que, du fait de Coxiella burnetii, on travaillait sur les endocardites, c'est les endocardites à hémoculture négative, mais il y en avait pour lesquels on n'avait pas de diagnostic. En dépit de nos tentatives de culture, et c'était avant la généralisation du CSS. Et donc, j'avais été interpellé par des amis lyonnais qui nous envoyaient des valves pour des endocardites à hémoculture négative, pour lesquelles on ne trouvait rien. Et donc, on a inventé ce protocole, le je ne sais pas protocole, pour lequel on utilisait des cellules endothéliales humaines, des fibroblastes humains, on inoculait les flacons, vous voyez, qui sont des shelviales ici, et puis on les observait en utilisant différentes colorations. Et puis, une année, j'ai un ami canadien qui s'appelle Tom Marie qui m'envoie une valve au début de l'été, en juin-juillet. Il me dit, regarde ce que c'est incroyable, c'est quelqu'un qui a une végétation, cette fois, on ne sait pas ce que c'est. Et donc on le cultive, et puis en septembre, je réponds, écoute, on va essayer de le cultiver, ça n'a pas marché. Il me dit, non mais c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose, il faut que tu regardes, végétation, c'est pas possible, qu'il n'y a rien, et on recommence. Et là, effectivement, ma technicienne, qui était extrêmement talentueuse,
qui s'appelle Marie-Laure Birch. Je dis, écoute, ça suffit, faut le trouver absolument, le garder, elle le garde, et on commence à avoir des effets cytopathiques au bout de 2 mois. Et là aussi, c'est la méthode, on n'avait jamais fait ça. C'est la même chose que HIV. HIV, ça a été trouvé parce qu'ils ont détecté la transcriptase trop tôt. Personne ne faisait ça. Ils se sont trompés. Et donc cette erreur-là, il ne faut pas la mettre à la poubelle, c'est une erreur qui est de la chance. Et là, c'est pareil. C'est au bout de 63 jours qu'on a commencé à voir quelque chose. On a fait la séquence et on a découvert que c'était la bactérie de la maladie de Whipple, mais on n'avait jamais eu la moindre intention de travailler sur cette maladie. Jamais. Mais il y avait une séquence qui existait du CSS-RNA dans la littérature, ce qui nous a permis, à partir de ça, on l'a cultivé, on a fait le génome, on a créé de nouveaux outils, et puis on a fait quelque chose qui est amusant, qu'on développe avec Michel depuis des années, c'est la paléomicrobiologie, le diagnostic des choses anciennes. Donc cette maladie, la maladie de Whipple, a été décrite par un docteur qui s'appelle Whipple, qui avait 37 ans. Le mort était aussi un médecin qui avait 37 ans. C'était à Johns Hopkins, et je connaissais quelqu'un qui était à Johns Hopkins, qui s'appelle Steve Dumler, et je lui ai demandé s'il restait une lame du cas Princeps qui a permis de décrire la maladie de Whipple. Et il restait une lame d'anatomopathologie qu'on a colorée avec les anticorps qu'on a fait avec Trophérima Whipple. Ici, vous voyez, on a montré que le cas qui avait été diagnostiqué plus de 100 ans avant était bien une infection avec la bactérie qu'on avait trouvée. Voilà, puis on a fait le génome. Ce qui nous a permis, le génome nous a permis, par hasard d'ailleurs, en analysant le génome, vous voyez, ça, c'est comme ça qu'on a découvert son milieu de culture. C'est quand on regardait Trophérima Whipple, ça avait un génome assez grand, plus de 2000 gènes, mais il manquait la moitié des gènes qui sont associés à la genèse des acides aminés. Et donc on s'est rendu compte que ce n'était pas un intracellulaire, c'est une bactérie qui ne sait pas faire des acides aminés. Et donc on a fait un milieu en rajoutant des acides aminés. Et donc grâce à ça, on a pu le produire. Une autre chose qui a été faite, et pas pour nous, et donc c'est très intéressant, il y a une chose que nous n'avions jamais testée, on avait commencé à tester les antibiotiques là-dessus. Il y a quelqu'un qui a regardé notre génome et qui a dit, vous savez, c'est pas possible, la cible du trimétoprime, le traitement de référence, c'est le bactérie. Il m'a dit, c'est pas possible parce que la cible du trimétoprime n'existe pas dans cette bactérie. Donc on l'a retesté, effectivement, il n'était pas sensible au trimétoprime. Le bactérie, c'est un mélange de sulfamide et de trimétoprime. Donc il est sensible au sulfamide, mais pas du tout au trimétoprime. Et c'est une découverte par hasard, in silico, pas du tout basée sur une expérience biologique. Ça aussi, c'est une chose qu'on a mis extrêmement longtemps à découvrir. On voulait transformer ça en diagnostic simple en faisant de la sérologie. Et la sérologie était incompréhensible. On avait un problème de méthode avec la sérologie. Le problème de méthode, c'est qu'on comparait des gens qui étaient des donneurs de sang à des gens qui avaient une maladie de Whipple. Et on ne s'en sortait pas. Et à un moment, après 2 ans, j'ai fini par comprendre qu'en réalité, on avait des mauvais contrôles. Parce qu'il y a plein de porteurs sains. Cette bactérie est une bactérie banale. Il y a 3% des gens qui portent ça dans le tube digestif ou dans la salive sans être malade. Donc ce qu'il fallait comparer, c'est les gens qui ont eu cette bactérie, mais entre ceux qui sont malades et ceux qui ne sont pas malades. Et ce qui s'est passé, c'est l'inverse de ce que vous auriez prédit. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est que les gens qui sont malades n'ont pas d'anticorps. Et ceux qui sont malades n'ont pas d'anticorps, et ceux qui ne sont pas malades ont des anticorps. Si après, vous le comprenez, ils sont malades parce qu'ils n'ont pas de défense immunitaire contre cette bactérie. Mais ça ne va pas de soi. C'était la première fois qu'on faisait le diagnostic d'une maladie en disant il est malade parce qu'il n'a pas d'anticorps. Et avant d'arriver à un paradoxe de cette nature, je vous assure, il faut vraiment se secouer la cervelle. Très bien, Trophérima Whipple continue sa vie, et donc on s'est intéressé à la bactériologie en général, et aussi bien aux pathogènes que l'on commençaux. D'accord ? Alors, les pathogènes, on a commencé avec Michel, on a été... Alors ça, c'est le côté Popper, c'est comme le côté de chez Swan Germans, ça c'est le côté Popper. Le côté Popper, c'est... On fait la course aux équipements, et donc on est le premier laboratoire de microbiologie clinique au monde à s'équiper d'un séquenceur automatique. Donc c'est le premier PHRC, et on commence à dire, voilà, toutes les bactéries qu'on n'arrive pas à identifier, on amplifie le 16S rDNA, on le séquence, et on regarde si c'est une nouvelle espèce, compte tenu de la définition des nouvelles espèces, qui est plus de 1,3% de différence.
qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, c'est ce qui est consensuel. Et rien qu'avec ça, eh bien, on commence à découvrir des espèces qui étaient totalement inconnues chez l'homme, et on commence à les décrire. En particulier, on a une collection, la collection de bactéries de biomérieux qui n'avaient pas identifié avec leur système. Et puis, là, on refait un deuxième papier dans lequel on trouve encore 27 nouvelles espèces bactériennes, rien qu'avec une nouvelle méthode. Donc, avec une nouvelle méthode, à l'époque, il y avait 1800 bactéries connues comme étant isolées de l'homme. Et donc, vous voyez qu'en très peu de temps, avec le CESES, en très peu de temps, on arrive à avoir 51 nouvelles espèces, alors qu'il n'y en avait que 1800 de connues dans toute la littérature chez l'homme. Donc, vous voyez, le changement d'un outil vous permet de voir tout un monde que vous ne voyez pas. Et puis, ça, c'est le deuxième outil, c'est le MALDI-TOF. On commence... on avait un MALDI-TOF pour toute autre chose. On avait un MALDI-TOF pour faire de la science, pas du tout pour faire de l'identification microbienne. Et puis, on commence à faire ça. Et puis, on commence à faire ça d'abord sur les hémocultures, et puis après sur toutes les bactéries. Et à la fin de ça, on dit, écoutez, finalement, c'est tellement efficace qu'on va abandonner la méthode de base, qui est la coloration de grammes, parce que ça ne sert à rien quand on a une colonie, c'est plus efficace de faire ça, c'est plus rapide et c'est moins cher. Et effectivement, ça prend 2 fois moins de temps de faire une identification par MALDI-TOF que de faire une coloration de grammes. D'accord ? Et donc, à partir de ça, eh bien, on a du coup créé 2 outils nouveaux, celui-là qu'on ne va pas arrêter d'incrémenter, sans arrêt, on va rajouter des spectres, et puis l'outil CESES, qui est développé par d'autres aussi, mais qu'on a parfaitement en main, qu'on va pouvoir utiliser pour faire l'identification des microbes. Voilà. Rien que par ce propre travail, on trouve 31 nouvelles espèces, des espèces dont le spectre est inconnu, après lesquelles on fait des CESES dessus. Et donc, vous voyez, vous introduisez un outil, vous voyez la dimension par rapport à 1800 bestioles connues dans le monde. Simplement en introduisant un outil, en l'espace d'un an, vous rajoutez 30 ou 50 bestioles supplémentaires. Du coup, le coup d'après, c'est venu le problème des bactéries commensales, c'est-à-dire les microbes que l'on a sur les muqueuses et qui sont de temps en temps des pathogènes opportunistes, mais qui nous habitent, qui font partie de nous, c'est-à-dire qui sont... Ben voilà, c'est nous. Et donc, à chaque fois que commence à se dessiner un consensus, vous êtes sûr qu'on commence à raconter des bêtises. Donc le consensus, ça a été... La séquence, c'est tellement facile de faire le séquençage massif, bien sûr, les choses augmentent. On s'équipe, nous aussi, on est le premier laboratoire en Europe, toutes spécialités confondues, à avoir un séquençage de toute une nouvelle génération de séquençage par proche. Très bien, on fait ça, ça nous permet de faire des génomes. Mais la séquence, c'est extrêmement facile théoriquement. C'est-à-dire que vous balancez ça, vous avez 1, 2, 3, 10, 100 millions de rides, faites une analyse informatique qui vaut ce qu'elle vaut, et à la fin, ça vous crache des données en vous disant que vous avez ça, ça, ça et ça. Et basé là-dessus, les gens disent, mais avec ça, en réalité, il y a 80%, c'était la grande anomalie entre ce que l'on voit, ce que l'on compte en culture et ce que l'on voit en séquence, c'est qu'il y a 80% des bactéries que l'on voit avec cette nouvelle méthode, qui est la séquençage généralisé, et qu'on ne voit pas avec la culture. D'accord ? Et donc, nous, on dit c'est intéressant, mais on va prouver que par la culture, il y a 80% des bestioles qu'on trouve par la culture qu'on ne trouve pas par la métagénomique. D'accord ? C'est-à-dire l'inverse. Et donc, c'est ce qu'on fait là. Vous voyez ? Et donc, on arrive à la fin sur ce premier travail. Alors, j'avais comme stagiaire en Master 2 Mathieu Millon et Jean-Christophe Lagier. Donc, c'est avec eux que j'ai fait ce premier papier. Donc, j'ai fait ça avec 3 stagiaires M2. Et à la fin, vous voyez que dans la culture et le séquençage ne partagent que 15% de bactéries en commun. C'est ça, là. Donc, c'est pas vrai qu'avec la métagénomique, vous en savez plus, vous savez autre chose. D'accord ? Et en particulier, c'est vrai pour les pathogènes, c'est-à-dire que Clostridium difficile ou Salmonella typhi, qui sont des pathogènes épouvantables, sont loupés dans 30 à 80% des cas par la métagénomique, parce que c'est pas assez profond. D'accord ? Et donc, c'est ce changement-là, et puis ensuite, il y a Perrine Hugon qui est venu les rejoindre et qui nous a permis de faire ça. Et vous voyez, avec un seul papier, une seule nouvelle technique, on trouve encore 31 nouvelles espèces complètement inconnues, partout. Donc, c'est chaque nouvelle approche technologique, ou chaque regroupement technologique vous permet de faire avancer les choses de manière significative. Après, on a continué avec tous les étudiants et les thésards qui ont bien voulu travailler avec nous, et je sais qu'il y en a une quantité.
en mixant l'ensemble, c'est-à-dire les différentes technologies de culture, on regarde, on screen avec le Malditov, où on l'a très bien, où on l'a pas. On faisait le séquençage du 16S, maintenant on a changé, on fait directement le génome, ça va plus vite. Ça réserve des surprises et donc ça fonctionne bien. Et vous voyez les différentes étapes qu'on a eues là. On a eu de la chance parce qu'on maîtrisait les trois techniques, c'est-à-dire la séquence, le Malditov et la culture, ce qui fait qu'assez rapidement, pour se donner des défis très modestes, on a dit le laboratoire doit être capable d'avoir autant de bactéries dans le microbiote que le reste du monde réuni depuis le 19e siècle. Et donc il nous a fallu à peu près 2 ans pour ça. D'accord ? Donc vous voyez, c'était là. Avec ça, on battait déjà tout le reste du monde. Et puis après, on a dit il faut qu'on ait 2 fois plus nous que le reste du monde. Donc on y est arrivé. Donc là, on était à 137, on est à plus que ça, je vous dirais ça. Mais la course était facile parce que la course est toujours facile quand vous êtes tout seul. Là, le problème, c'est que tout le monde a compris. Ils ont mis un peu de temps à comprendre ce que c'était la culture mixte. Maintenant, au bout de 10 ans, tout le monde a compris. Et donc, des gens qui font ça, il y a même un laboratoire où est les Tao. Voilà. Il y a même un laboratoire et Aurélie, bon, voilà. Il y a même un laboratoire à Salopard, à Stanford, qui en est à me piquer 4 anciens étudiants à moi pour faire la culture mixte. Vous voyez, donc les gens ont compris comment ça se passait quand même. Voilà, et donc ça, si vous regardez, c'est Pierre-Edouard qui vient de me faire un point sur les nouvelles espèces qu'on a découvertes ici, des espèces entièrement nouvelles. Maintenant, il y a entre 2500 et 3000 espèces connues chez l'homme. Commensales ou pathogènes, et vous voyez, là-dessus, on en a eu 586 sur 2500, vous voyez, rien que dans ce laboratoire. Ce qui correspond à ça c'est ce qu'on a eu par le diagnostic, ça c'est ce qu'on a eu par la culture mixte, et ça c'est celle que l'on a eu récemment, je ne compte pas celle que je vous ai montée avant, les 31, les 51, plus tout ce qu'on a trouvé par la Académie. Donc en tout, on a dû en trouver près de 700 sur 2500. Donc c'est considérable, et d'ailleurs, vous le reconnaissez là, comme c'est nous qui les baptisons, vous voyez, le premier nom qu'on donne, c'est Bacillensis. Ça, c'est toutes les espèces de bactéries connues chez l'homme. Vous voyez que le nom le plus connu de tous, bien sûr, c'est Bacillensis, après c'est Timorensis, après c'est Bacillensis, et après c'est Senegalensis. Voilà. Alors, du coup, ça nous permet, le fait d'avoir cette collection de bactéries, ça nous permet de changer et de poser la question du nombre de bactéries identifiées par culture à partir du tube digestif. Et donc, je crois qu'actuellement, on en est à 88%. Une des raisons pour lesquelles on a des difficultés à les cultiver, c'est la vitesse à laquelle les bactéries qui sont sensibles à l'oxygène disparaissent. Donc, si vous faites ça, c'est un très joli travail de Sarah. Vous voyez, si vous le faites à H0, alors on fait des choses indicibles pour pouvoir avoir des temps aussi brefs d'incubation. Mais si vous l'incubez, vous voyez, à T0, vous avez 10 puissance 10 par millilitre bactéries vivantes. D'accord ? Donc ça correspond à peu près à 90% des bactéries que vous voyez. C'est pas vrai qu'il y en a 80% d'agriculture, peut-être 12% d'agriculture, ou 10%. Et puis si vous attendez, vous voyez, 2 heures, puis vous attendez 24 heures, et puis voilà, au fur et à mesure que vous attendez, bien sûr, l'apparence de la culture n'arrête pas de diminuer. Et puis si vous avez c'est surtout, bien sûr, les anaérobies plutôt que les aérobies. Peut-être même ici, vous voyez que si vous les laissez à 25 degrés, les aérobies continuent à se multiplier, peut-être aux dépens des anaérobies. Donc ça vous donne une fausse idée. Et ça, c'est vous regardez, au lieu de regarder ça, vous regardez par cytométrie de flux. Ce qui est vivant, c'est en vert, et vous voyez que ça diminue au fur et à mesure. Chez les anaérobies, vous voyez au fur et à mesure que ça diminue. Ensuite, les archées. Alors, les archées, c'est le troisième groupe de microbes théoriques. Et donc, on a commencé avec Michel à travailler là-dessus. Et donc, les archées, moi j'avais bien lu les travaux de l'ami de Bernard Rissa, de Gordon, qui nous disait que les archées méthanogènes, c'était obligatoire pour digérer les sucres complexes. Et que donc, il fallait avoir des bactéroïdèses pour commencer à digérer les sucres, et les méthanogènes pour recycler l'hydrogène, parce que sinon, ça bloquait les réactions enzymaires. J'ai vu ça, c'est très intéressant. Et donc, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir des méthanogènes, sinon on ne digère pas les sucres. Et donc, la présence de méthanogènes est obligatoire. Vous savez que c'était bien, donc c'est l'émission de méthane, c'était bien avant que les gens se rendent compte qu'en réalité, l'émission de méthane par la dominante fait plus
de gaz à effet de serre que tout le pétrole. Hein. Donc c'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'écologistes maintenant veulent devenir véganes. C'est parce qu'on sait que les ruminants produisent plus de gaz que les voitures. Hein. Mais à l'époque, c'était encore quelque chose d'inconnu, hein, ou de très très mal compris. Toujours est-il que nous, on pensait que c'était nécessaire d'avoir des méthanogènes. Et puis il sort un papier dans Nature sur le premier génome de Methanobrevibacter smithii, dans lequel il y avait un commentaire de Nature, enfin c'est un commentaire de Nature, c'est ce que ça vaut, hein, qui dit, écoutez les gens, il y a 30% des gens qui ont un méthanogène en suggestif. Alors c'est tellement idiot, si vous voulez, c'est bête, hein, parce qu'il n'y a pas que le fait qu'on ne voit pas, il y a beaucoup d'ignorance aussi hein, dans les théories. Et donc là, c'est une ignorance crasse, c'est le fait qu'on ignore absolument le rôle physiologique du méthanogène, et dont, avec Michel, on s'irrite. On avait une ingénieure assez bonne techniquement qui s'appelle Mireille, et on lui dit, voilà, c'est pas compliqué, en réalité, il y a 100% des gens qui ont des méthanogènes, il n'y a plus qu'à le montrer. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à, la malheureuse a travaillé pendant 2 ans, mais à la fin, effectivement, si on associait des méthodes d'extraction un peu plus sévères et une bonne méthode de détection, parce que les PCR de 16S faits pour les bactéries sont faits pour les bactéries et pas pour les archées, donc il faut faire des PCR spécifiques pour les archées, il faut une méthode d'extraction spécifique pour les archées, et du coup on les trouve dans 100% des selles, sauf que ceux qui n'en ont pas sont les gens qui ont des très grandes dénutritions comme les corps-à-corps. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas à digérer d'ailleurs leur alimentation. Alors pour les archées, ça aussi c'est une chose par hasard, Saber dans le laboratoire, on étudiait toutes sortes de milieux de culture et donc on a commencé à regarder parmi les milieux de culture qui contenaient du sel et on a découvert les premières archées halophiles chez les hommes qui sont très belles. Vous voyez, quand vous voyez des lacs roses, eh bien c'est parce qu'il y a des archées, c'est des lacs salés dans lesquels il y a des archées qui donnent cette couleur rouge et rose qui est très belle. Alors vous voyez comme c'est épais comme bestiole et donc vous ne pouvez pas faire la séquence facilement. Et donc, on a trouvé 2 archées, dont une nouvelle espèce qu'on a baptisée Massiliensis. Et puis, on a commencé à chercher chasser les humains. Et puis, Michel en a trouvé un dans un abcès cérébral. Et puis, j'ai mis au point avec Saber une technique pour cultiver les archées méthanogènes, parce que ces archées méthanogènes, c'était embêtant, il fallait avoir de l'hydrogène. Alors au début, on avait installé ça à la faculté d'odontologie, parce qu'ils avaient un laboratoire vide. C'est pas très pratique, c'est dangereux, les pompiers n'aiment pas ça, c'est ennuyeux, il faut remplacer les bouteilles. Et donc finalement, on a inventé un truc qui est vraiment, n'oubliez jamais hein, que la microbiologie, ça s'est fait toujours avec de la cuisine. C'est de la cuisine. Voilà. La culture microbienne, c'est de la cuisine. Ça a commencé comme ça, souvenez-vous, l'agar, c'est quelqu'un qui a piqué à sa femme le truc pour faire les gâteaux, pour solidifier les choses. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça que ça marche. La gélatine, c'était des produits culinaires avant d'être des produits de laboratoire. Et donc, ce qu'on fait, vous vous rappelez le travail de Gordon qui disait, voilà, pour cultiver les méthanogènes, on prend des bactéroïdés, on leur donne du sucre, ils font de l'hydrogène, et ensuite, les méthanogènes mangent ça. Mais les méthanogènes sont extrêmement sensibles à l'oxygène, et donc on avait inventé un milieu pour cultiver les bactéries sensibles à l'oxygène en présence d'oxygène, en faisant quelque chose qui était très simple, qui était de rajouter des antioxydants. Donc il n'y a pas d'anaérobie, en réalité il y a des bactéries sensibles à l'oxygène. Si vous arrivez à inhiber l'effet toxique de l'oxygène, vous arrivez à les cultiver. Donc ça c'est ce milieu. Ensuite, pour avoir de l'hydrogène, donc on les cultive là-dedans, on sait qu'on peut cultiver maintenant les méthanogènes qui sont très sensibles à l'oxygène là-dedans. Dedans, on rajoute des bactéroïdés, très bien, ça nous fournit l'hydrogène. Donc il n'y a plus de problème d'oxygène, il n'y a plus de problème d'hydrogène, et donc si vous rajoutez maintenant Methanobrevibacter smithii, pof, ça va pousser. D'accord ? Alors après, et vous pouvez le détecter parce que ça fait du méthane. D'accord ? Donc les sucres, bactéroïdés, plus méthanobrevibacter. Mais si vous voulez avoir des colonies, c'est ce qu'on fait ici, eh bien on a pris une cafetière, un truc qui sert en réalité à filtrer, mais on l'a perverti comme système. Vous mettez en bas le milieu de culture, avec les bactéroïdés, il y a de l'hydrogène qui sort par là, et là vous mettez une boîte avec le même milieu de culture, et vous cherchez si vous avez des méthanogènes, et elles peuvent pousser parce que vous avez neutralisé l'oxygène, il y a de l'hydrogène, et ça pousse. Et donc on a fait la plus grande série d'isolats de méthano
de méthanogène. Et puis depuis, alors, on a fait de multiples travaux. Michel s'est beaucoup spécialisé dans ce domaine-là, et donc il y a des souches maintenant isolées des selles, de la bouche. Contrairement à ce qui est dit par notre ami Gordon, les enfants ont ça dès la naissance. Donc c'est dans l'estomac des nouveau-nés, c'est dans le lait, c'est dans le colostrum, c'est dans la salive, c'est dans le sang, ça peut être dans le vagin au cours des vaginoses. Et là, on est en train de travailler sur les archémies, c'est le nom qui a été trouvé par Michel, pour essayer de connaître leur rôle pathogène, peut-être dans les endocardites. Voilà. Donc ça, c'est les souches qui ont été publiées des humains. Et là aussi, pour l'instant, il faut courir dans ce domaine-là, parce qu'il n'y a que 3 laboratoires qui s'intéressent à la culture des archées dans le monde chez les humains, et que donc on a un peu d'avance. Donc il faut continuer pendant qu'on a un peu d'avance, avant que les autres s'en rendent compte. Donc si à partir de la culture, on a été obligé de créer, si vous voulez, des outils nouveaux pour décrire les bactéries. Avant, pour décrire une bactérie, il y en avait tellement peu, ça prenait 2 ans, il fallait décrire la chimie aussi, c'était... Et donc, nous, on a introduit ce qu'on appelle la taxonomogénomique, que maintenant tout le monde reprend, après, parce qu'après, au bout d'un certain temps, tout finit par passer en disant, écoutez, finalement, quand vous avez une bactérie, il faut donner les conditions de culture, et puis vous publiez le génome, et puis ça va bien. Avec ça, les gens vont pouvoir débrouiller. Nous, en plus, on met le spectre Malditov. Il a fallu quelques années pour faire ça, trouver des journaux cibles, éventuellement d'ailleurs en créer un pour pouvoir publier nos propres papiers, parce qu'on n'arrivait pas à les publier ailleurs, parce que en tout, maintenant, on en a publié plus de 500, vous imaginez, si on doit attendre 3 ans pour chacun des papiers pour décrire ça, c'est juste impossible. C'était un moment, il y a une accélération qui est telle, c'est que tout doit suivre. Le format des papiers, les techniques de description, tout doit suivre. Et puis les bêta-lactamases, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup actuellement, parce qu'on voit que les bêta-lactamases, on en trouve chez à peu près tout le monde du vivant, y compris les humains, ce que tout le monde avait négligé. C'est-à-dire que chacun d'entre vous a 18 bêta-lactamases, ce qui nous éclaire sur le rôle et leur sélection. Ensuite, les virus géants, c'est pareil, c'est par hasard et à cause de la méthode. C'est passé inaperçu à cause de la méthode. Donc c'est vraiment la méthode qu'il faut détruire. Si vous voulez voir des pans entiers, et la méthode, c'était que avait été décrit à la fin du 19e siècle que les virus étaient plus petits que 0,2 microns. Et donc toutes les études, y compris les études récentes, dont un papier de Gordon et Forrest Rower sur le virome, commençaient par une étape de filtration à 0,2. Donc ça veut dire que vous refusez, vous avez décidé, vous, comme si vous étiez Dieu, que les virus sont plus petits que 0,2. Alors nous, on a essayé de leur répondre, on a fait une très belle réponse de leur papier, ils n'ont pas voulu publier Nature en plus, c'était juste une bêtise. Ça fait déjà 6 ans qu'on a publié Mimivirus, donc c'est pas vrai. Et vous voyez, ce truc de Kuhn, il ne suffit pas de démontrer que c'est pas vrai. Il faut le temps que les gens admettent que c'est pas vrai. Et Forrest est venu ici et nous dire d'ailleurs qu'on lui avait empoisonné la vie parce que tous les travaux qu'il faisait sur le virome, actuellement, ils se rendaient compte que c'était pas vrai. C'est pas exhaustif, c'est du mini-virome. C'est pas du virome. Et donc, vous voyez que si vous mettez, ça c'est une photo de Philippe Colson, si vous mettez un filtre là, vous décidez que tout ça, là, vous ne le verrez pas. C'est votre opinion, mais ça représente simplement une proportion du monde que vous acceptez de voir. Et nous, on reçoit un virus, c'est tout à fait par hasard, hein, c'est un étudiant qui s'appelle Richard Burtles qui va faire son postdoc chez moi. J'étais content parce qu'il venait avec son financement, donc j'ai dit oui. Il venait du PHLS à Londres et il travaillait sur les Bartonella d'un côté et d'autre part, il travaillait avec un type très très bien qui s'appelait Taylor, qui était le responsable des légionnelles au PHLS, les labos de référence en Angleterre. Et les légionnelles étaient cultivées avec des amibes, un type qui avait ça c'est un anglais qui s'appelle Robotham, et à chaque fois qu'il y avait une épidémie d'infection pulmonaire, il allait avec ses amibes, hop, il prenait des prélèvements en particulier dans les tours réfrigérantes qui sont bourrées d'amibes, et regardait s'il y avait des Legionella. Et il les repiquait, celles qu'il identifiait comme Legionella, il les appelait Legionella, celles qui n'arrivaient pas à repiquer comme des Legionella, parce qu'il n'arrivait pas à les cultiver en dehors des amibes, il les appelait Legionella. D'accord ? Donc c'est pas compliqué, 2 groupes, soit les Legionella et les Legionella. Et donc, quand Burtles vient, lui, il était finalement trop emmerdé par le service de santé publique anglais, il démissionne, il devient quincailler, mais il donne sa collection
de Legionella-like à Richard Burtles. On était en contact avec lui, je discutais, il était content qu'on ait trouvé ce que c'était. Et il donne sa collection à Richard Burtles, qui vient passer son postdoc ici, qui passe 2 ans et demi, qui identifie toutes les Legionella. Ça, c'était facile. Il y en a une qui s'appelait Drancourti, d'ailleurs, il y en a une qui s'appelait Robotami. Et puis, il y en a une qu'on n'arrivait pas à identifier. Après, en bidouillant, on finit par trouver, c'était la première branche des Parachlamydia, c'est-à-dire d'un embranchement spécial des chlamydia. Et la dernière Legionella, il n'arrive pas à identifier, il repart en Angleterre. Et au bout d'un moment, on arrivait. Donc, c'est une bactérie intracellulaire d'amibe qui est négative en CSS. Et on étend le CSS, on le prend. Et puis, on a une interprétation différente des faits avec Bernard. Pour moi, je décide de regarder pourquoi on n'a pas de CSS. Et mon hypothèse, c'était que la paroi était trop épaisse. On voyait ça, une bactérie gram-positive. Hein. La paroi était trop épaisse, on n'avait pas cassé la paroi. Donc je dis, on va regarder avant et après la digestion, de voir si la paroi est digérée. Et donc, si ça va nous arriver ultérieurement. Alors là, c'est le même problème. Et donc on regarde, et on voit quelque chose qui a une forme complètement icosaédrique, donc qui n'est pas du tout une forme de bactérie, encore que maintenant a été décrite par Forter une bactérie icosaédrique. Mais enfin, à l'époque, on ne pensait pas qu'il y en avait. Donc on dit, bah, tiens, c'est un virus, et puis, vous voyez, c'était aussi gros que les bactéries sur lesquelles on avait beaucoup travaillé, Coxiella bonnetti, Rickettsia cholerae, Trophaema upi. Et donc, ou que Ureaplasma, Ureaticum. Et donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, c'était ça, c'est ces bactéries gram-positifs qu'on voyait à l'intérieur des virus. Donc personne ne pouvait imaginer que c'était des virus. C'est absolument contre tout ce qu'on racontait depuis 100 ans. Donc, vous voyez, les anaérobies, ça a été inventé aussi, vous voyez, au 19e siècle. Il n'y a pas d'anaérobie, il y a des aéro-intolérants, des oxygéno-intolérants. Et les virus petits, ils sont petits que si on décide qu'ils sont petits. Si on les regarde correctement, vous voyez la taille de ça. Et puis, on continue, du coup, ça devient tout un champ, les virus géants. On trouve un autre virus géant qui s'appelle Marseille virus. Et puis, depuis ce temps, on regarde quels sont les éléments associés en pathologie avec ces virus. Ce sont des virus qui sont très difficiles à identifier parce qu'ils ont une grande variabilité. Donc vous n'avez pas de ribosome pour faire de la PCR et la connaître. C'est compliqué. Ils ont une grande variabilité parce qu'ils viennent de l'environnement. Et donc, il n'y a que par les études de métagénomique ou de culture qu'on arrive à l'identifier. Et maintenant, il y a un premier papier de protéomique. Mais pour l'analyse des travaux de métagénomique qui ont été réalisés, c'est un des 3 virus les plus communs dans les prélèvements humains. Donc, c'est extraordinairement commun. Nous, on a associé ça à des atteintes de ganglions, en particulier à un cancer, la maladie de Hodgkin, des adénites chez les enfants. Et pour mimivirus, on a associé ça à des pneumonies, essentiellement. Et là, ça vient d'être retrouvé dans du liquide céphalorachidien. Voilà, donc ça, c'est les différents endroits dans lesquels, petit à petit, on les trouve. Là aussi, ça a un avantage. Pendant longtemps, on était tout seul à chercher ça, donc c'est bien. Pas de concurrence, mais en même temps, c'est difficile à publier, puisque les gens se demandent si on ne sait pas, s'il n'y a que nous qui en trouvons, si on n'invente pas les résultats. On est les seuls à regarder. C'est sûr, les seuls à trouver. Mais au fur et à mesure que les gens vont se mettre à chercher ça, le problème c'est que pour l'instant, surtout des gens de l'environnement qui ont regardé, très très peu de gens qui ont regardé ça en microbiologie clinique. Ça c'est le dernier, vous voyez, Tupanvirus, c'est Abramo, qui est un chercheur brésilien qui est venu dans le laboratoire pour identifier celui-là et qui est très intéressant parce que vous voyez qu'il est très grand, hein, il fait 2,3 microns, et il a un génome dans lequel il y a pratiquement tout l'appareil de traduction. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement tout qu'il y a dans une bactérie, sauf qu'il n'y a pas de ribosome. Ensuite, le reste, eh bien, il faut regarder toujours dans la définition ce qui est faux dans la méthode, et puis avoir de nouveaux outils. Alors, ce qui est faux dans la méthode, c'est ce qui est petit. C'est les séquences de ces machins-là étaient présentes dans les banques de données depuis 97-98, au milieu des séquences CSS. D'accord ? Mais personne n'avait fait le lien. C'est du séquençage, tout ça, c'est pas malin. Hein. On balance tout dans la séquence, et les gens vous disent c'est les firmicutes, bactéroïdetes, ça ne veut rien dire. C'est des embranchements qui ont ribosomaux, je ne parle pas, il y aurait des embranchements ribosomaux qui ont 3 milliards d'années, donc ça n'a pas de sens en termes de signification.
Mais si vous ne le corrélez pas, ça, avec quelque chose d'autre, vous ne savez pas comment faire ces séquences. Et c'est ce qui se passe là, vous voyez. Là, vous êtes dans l'inverse des virus géants. Là, vous êtes dans des microbes qui sont filtrés. D'accord ? Qui sont plus petits, qui ne sont pas visibles au microscope optique. D'accord ? Donc, c'est un défi à la définition des microbes. Et donc, quand vous regardez les branches de ça, alors c'est un débat qui n'est pas fini, hein, c'est un débat, c'est énorme. Ça représente 40% des microbes de l'environnement. Et c'était ignoré jusqu'au XXIe siècle. D'accord ? Donc, ça vous met à l'esprit, si vous voulez, l'arrogance qu'on pouvait avoir il y a encore 20 ans sur notre opinion, sur la connaissance du monde. D'accord ? Chez les humains, dans la bouche, il y en a entre 20 et 40%. Pour le reste, on est en train de regarder. On ne sait pas, ça, finalement, est-ce que c'est... Ça, ce sont les bactéries. Ça regroupe, encore une fois, les eucaryotes et les archées, qui sont très proches, et puis les nano-archées, qui sont là, et qui font un autre groupe, qui, là aussi, est resté inconnu pendant très longtemps, parce qu'il était invisible au microscope. D'accord ? Et que plus personne n'utilisait le microscope en routine. D'accord ? Et donc, voilà un monde entièrement nouveau. Et si vous rapportez ça au génome de ces bestioles, vous voyez, le tout petit, donc il reste un peu de travail. Et où est-ce qu'il est, Colson ? Reste un peu de il t'a dit qu'il reste un peu de travail pour le clustering, hein ? Ça, c'est les bactéries intracellulaires obligatoires. Et vous voyez, vous en avez qui font jusqu'à le plus petit, ça fait 120 kilobases. C'est tout petit. Il n'y a plus de ribosome, il reste un quart de ribosome. Donc c'est étrange, c'est tout petit. Le stade plus bas, c'est probablement les mitochondries. Ils sont devenus complètement symbiotiques. Ils ne mettent pas les mitochondries, nous on mettra les mitochondries, hein, monsieur Colson. Ensuite, vous voyez les CPR, c'est les mini-microbes dont je viens de vous parler, vous voyez leur génome qui est là. Et puis là, les autres bactéries, avec des bactéries, tu vois, monsieur Colson, qui vont clusteriser. Les chlamydia vont clusteriser avec ça quand on va faire de l'étude fonctionnelle. Et donc, ici, ensuite, les archées, vous voyez les nano-archées qui sont ici, et puis les autres archées qui sont ici. Donc, il y a des mondes microbiens, et tout ce monde microbien est un monde qui a été ignoré par la définition des microbes, parce qu'ils étaient plus petits que ce qui est visible au microscope. Ouais. Et donc, ça, c'est les CPR qu'on commence à trouver, nous, dans les différents prélèvements. Et de manière intéressante, ça, c'est une vraie leçon pour la méthode qu'on est en train, mes premières victimes, c'est ça, c'est Sarah et puis Tao, d'utiliser pour la bibliographie. La bibliographie, pendant longtemps, c'était juste de la connaissance encyclopédique. Et puis ensuite, ça a été les outils, et puis les outils informatiques avec PubMed, les livres d'abord, et puis ensuite les outils informatiques avec PubMed, et puis le Web of Science, et puis Scopus, et puis le super outil informatique qui est Google Scholar. Mais on n'est plus les seuls à faire de la science. Il y a des gens qui font de la science, qui font l'analyse des données, et ça a été un point extrêmement intéressant. Il y a des gens qui ont publié un papier en disant tiens, il y a plein de microbes qui sont non caractérisés, divergents, qui circulent dans le sang. Voilà, et donc, ils font de la métagénomique, ils ne savent pas ce que c'est. Et il y a un type, en regardant Google, je trouvais comme ça, il y a un type sur son blog qui a dit regardez, ils n'ont pas vu, il y a une CPR qui circule là-dedans, mais ils n'ont pas analysé. Enfin, il y a un TM7 retrouvé dans le sang de l'homme. Mais ils ne l'avaient pas vu parce qu'ils ne savent pas que ça peut exister. Donc, il y a un type qui était fasciné, pas un scientifique, un type qui était fasciné par TM7, ou un type qui faisait plus de science, qui a retrouvé donc, le mini-microbe dans l'analyse des données qu'il a publié. C'est seulement sur son blog, sur Google que vous trouvez. Ce n'est pas dans Google Scholar, ni dans PubMed, et tout. C'est ses réflexions sur l'analyse de ça. Mais c'est vrai. Ça veut dire que la bibliométrie, vous allez être embêté. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bestioles ? Vous voyez ici, on a un contrat avec Hitachi depuis maintenant 3 ans, avec leur nouveau microscope qui nous permet d'analyser les choses très très rapidement,
qui est, on pense, un nouvel outil qui va entraîner une transformation majeure de l'approche en microbiologie. Et vous voyez ce que c'est. Ce groupe de microbes, pour ceux qu'on connaît pour l'instant, sont ce qu'ils appellent des exosymbiontes. En pratique, ce sont des parasites extracellulaires des bactéries, vous voyez, qui sont, ça c'est ici, ça c'est la bactérie mère qui lui donne à manger. L'analyse génomique montre qu'il n'a pratiquement aucune activité métabolique connue, mais enfin la moitié de ses gènes ne sont pas notés. Donc, s'il y a un métabolisme, peut-être c'est tellement distant du reste, on ne sait pas ce que c'est. Mais en tout cas, ce qu'on connaît de Kegg, des pathways connus biochimiques, sont complètement absents. Et donc, on suppose, à cet état de connaissance, il est lié à ça par quelque chose qui est extrêmement bien connu chez les intracellulaires, qui est ce qu'on appelle l'appareil de sécrétion de type 4, qui est en réalité un morceau de flagelle des bactéries qui a été transformé en appareil de communication. Et donc, pratiquement toutes les bactéries intracellulaires ont ça. Nous, on a montré qu'on pouvait transformer une Bartonella en bactérie intracellulaire en lui transférant l'appareil de sécrétion de type 4. Elle devient capable de se multiplier dans les cellules avec ça. D'accord? Parce qu'elle, du coup, elle communique en interne avec ça. Et donc, ce qui les lie là, et pratiquement toutes ces CPR ont en commun d'avoir l'appareil de sécrétion de type 4. Donc, elles sont probablement toutes des exosymbiontes. Voilà, et donc pour finir, n'oubliez pas que le maître de Marseille, c'est Pythéas. Et Pythéas, en 345, parti sur son bateau, sorti de la Méditerranée, remonté sur la côte. Il a vu au bout de la côte des montagnes de glace et qu'il n'y avait plus de nuit du tout à l'endroit où il était en train de voir le soleil de minuit et les icebergs. Il est revenu en décrivant ça. C'est peut-être de cette époque qu'on dit que les Marseillais sont des menteurs. Et personne ne l'a cru pendant près de 2000 ans. Et donc c'est seulement tous les grands géographes de l'époque disaient que c'est une folie. L'observation, elle est tellement... Vous vous rendez compte, vous aviez un dieu du jour et de la nuit. Comment on gère un dieu du jour et de la nuit s'il n'y a plus que du jour? Il a tué la lune, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et donc, voilà Pythéas, vous voyez. Et donc, n'oubliez pas ça, et puis n'oubliez pas, de manière plus moderne, c'est qu'on ne voit que ce que la théorie autorise, et le fait d'être le plus intelligent de l'époque ne veut pas dire qu'on ne dise pas de bêtises, puisque Einstein a expliqué à Bohr qu'il se trompait et que le hasard physique n'existait pas, en lui disant « Dieu ne joue pas au dé », et Bohr, qui avait raison, lui a dit « Mais qui êtes-vous pour savoir ce que fait Dieu ?» Très bien, merci.